C'est le début de soirée. Un homme est tranquillement chez lui lorsqu'il aperçoit une lumière à l'extérieur. Sauf que cette lumière l'interpelle immédiatement parce qu'il est clair qu'elle ne provient pas d'un phare de voiture ou d'un lampadaire. On dirait un feu. C'est bizarre. Qui allume un feu à cette heure-ci? Par curiosité, l'homme sort de chez lui pour comprendre. Et là, justement, il comprend pas. Le voici face à une brouette enflammée. Déjà, c'est pas commun, mais le plus marquant, c'est ce qui sert de combustible à l'intérieur de cette brouette. Enfin marquant. Je devrais dire choquant, parce que l'homme finit par faire demi-tour en criant pour rentrer chez lui. Ce qu'il a vu l'a marqué à vie. Et pourtant, la brouette était loin d'être la seule chose traumatisante à cet endroit. Alors accrochez-vous pour un voyage monstrueux. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur, bienvenue pour cette nouvelle affaire pleine de rebondissements, tellement qu'on pourrait croire qu'on va jouer au basket. Très vite, avant de vous raconter tout ça, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, moi ça m'aide énormément et comme ça en plus vous ratez pas les autres vidéos qui arrivent. Allez, on commence. Canyon Pine est une petite commune nichée dans les montagnes, quelque part entre les monts San Jacinto et Santa Rosa en Californie. À seulement 20 minutes de voiture et 1200 mètres au-dessus de la chaleur étouffante de Palm Springs, c'est un autre monde. L'air y est frais. Les pins parasols apportent leur ombre bienfaisante et tout est paisible. Dans ce coin perdu, les voisins les plus proches vivent parfois à plusieurs centaines de mètres les uns des autres. Et le réseau téléphonique est quasi inexistant. Voilà le genre d'endroit où l'on vient chercher la tranquillité, loin du tumulte de la ville. Un refuge où on nous fout enfin la paix. Bon, ça c'est évidemment sans compter sur l'oiseau de mauvais augure Cogiteur. Ah ouais, vous êtes pas prêts pour ce qui arrive. Parce que dans la soirée du 17 septembre 2006, ce havre de paix va se transformer en scène de crime. Ce soir-là, le soleil se couche. Et selon les données de la NASA, la Lune est presque absente, plongeant la zone rurale de Canyon Pines dans une obscurité quasi totale. Vers 21h30, un homme du nom de Timothy Summerlee aperçoit des flammes à près d'1 kilomètre de chez lui. Il tente d'appeler la caserne de pompiers locale, mais personne répond. On dirait la poste après 15 heures. Comme personne ne décroche, le voisin décide d'aller voir ce que c'est par lui-même. Quand il arrive sur place, accompagné d'un autre voisin, un adjoint du shérif en repos, il ne voit d'abord que des flammes sortant d'une bouche d'aération au-dessus du garage. Timothy crie, mais personne répond. Puis, quelque chose attire son attention dans la cour. Il se rapproche et réalise que c'est une brouette, avec des petites flammes qui s'en échappent. À l'intérieur, il y a un mannequin, bras levés, dans une posture figée par la chaleur. Sauf que Timothy réalise assez vite que c'est pas du tout ça. Il alerte les services d'urgence pour signaler la présence de ce qui ressemble à des restes humains dans cette brouette. L'appel au 911 est enregistré à 21h51 exactement, et les secours arrivent peu après. La maison est déjà complètement embrasée, et les tuiles se soulèvent sous la pression de la chaleur. Le capitaine des pompiers fait un tour rapide pour évaluer la situation, jusqu'à venir inspecter la brouette en feu. Les flammes sont beaucoup plus hautes maintenant, mais en voyant le corps à l'intérieur, il ordonne à ses hommes de la refroidir immédiatement. Ces derniers obéissent aussitôt, aspergent la brouette d'eau et de mousse extinctrice, puis s'attaquent à l'incendie de la maison. Une fois toutes les flammes éteintes, le nettoyage commence. Au lever du soleil, 2 autres corps ont été trouvés à l'intérieur du logement calciné. En plus de celui qui était dans la brouette, soit 3 victimes au total. Une demande d'identification formelle est en cours de traitement. Mais les enquêteurs de l'unité des homicides du département du shérif du comté de Riverside savent déjà qui vivait dans cette maison. Il s'agit de celle de Vicky Friedli, l'ex-femme d'un adjoint du shérif, maintenant retraité, qui avait d'ailleurs construit cette demeure de ses propres mains. L'autopsie des corps des victimes révèle qu'on ne leur a laissé aucune chance de survie. À l'intérieur de la maison, Vicky, 53 ans, a été abattue d'une balle dans la tête avec une arme de calibre 40. À côté d'elle, John Hayward, son compagnon de 55 ans, est mort d'un coup de fusil de chasse en pleine poitrine. Quant au corps retrouvé dans la brouette, c'est celui de Becky, la fille de Vicky, qui avait tout juste 18 ans. Le corps de la jeune femme est tellement carbonisé que les médecins légistes ne parviennent même pas à déterminer la cause exacte de sa mort. Le côté gauche de son corps a entièrement brûlé. La question qui se pose évidemment, c'est qui a pu vouloir décimer ainsi toute une famille ?
Ron Friedli, le père de Becky et ex-mari de Vicky, avait pris sa retraite l'année précédente, en 2005, après 26 ans de service au sein du département du shérif du comté de Riverside. Vicky et lui avaient divorcé après 13 ans de mariage, mais ils étaient restés en bons termes. La mère de famille travaillait dans un grand magasin de la vallée. Quant à son concubin, il pouvait pas occuper un poste classique pour des raisons légales. Les détails exacts de sa situation restent flous, mais plusieurs éléments permettent de mieux comprendre. John avait apparemment des dettes importantes qui l'empêchaient d'accéder à un emploi stable. Il était aussi connu pour avoir consommé de la drogue avec Becky et ses amis, ce qui suggère un passé potentiellement compliqué avec la justice. Pour cette raison, Vicky envisageait d'utiliser le versement substantiel qu'elle devait recevoir du plan de retraite de son ex-mari, Ron, pour rembourser les dettes de John. L'espoir était qu'une fois ces dernières effacées, il pourrait enfin décrocher un vrai boulot. En attendant, John se débrouillait comme il pouvait avec des petits travaux de bricolage en essayant tant bien que mal de faire rentrer un peu d'argent. Les finances étaient donc serrées chez les Friedli, au point même que les filles aînées de Vicky, qui ne vivaient plus avec elle, devaient souvent payer les mensualités de leur crédit immobilier à leur place. Becky vivait toujours au domicile familial et travaillait comme serveuse au Denny's situé au pied de la Highway 74, la route reliant la vallée de Coachella à Canyon Pines. Ce soir-là, elle devait prendre son service de nuit, mais elle ne s'est jamais présentée au restaurant, et vous savez déjà pourquoi. Dès le lendemain matin, les rumeurs commencent à circuler dans la petite commune. Les spéculations vont bon train. Et si quelqu'un en avait après Ron Friedli pour son travail dans la police? Une forme de vengeance. Quand on lui pose la question, Ron assure qu'il n'a jamais été impliqué dans le genre d'affaires qui aurait pu pousser quelqu'un à vouloir se venger de la sorte. Les enquêteurs examinent quand même cette piste et l'écartent rapidement. Après ça, les rumeurs changent de cible. Et si c'était Ron lui-même? L'homme est aussitôt interrogé par la police et passe un test polygraphique. Cependant, ses relevés téléphoniques le placent à 11 heures de route au nord de la Californie au moment des meurtres. Il est donc rapidement éliminé de la liste des suspects potentiels. Mais pour les enquêteurs, dès le départ, une chose est claire. Becky était la seule véritable cible de ce triple meurtre. John et Vicky sont probablement juste des dommages collatéraux, tués juste parce qu'ils étaient là au moment où le meurtrier a voulu s'en prendre à la jeune femme. Le corps de Becky a d'ailleurs été placé dans la brouette devant la maison, à un endroit bien visible au bout de l'allée. Il était clairement possible de le voir depuis la rue, à moins de 80 mètres. Ça semble donc assez évident que le but était d'envoyer un message, de rendre les choses vraiment personnelles pour les premiers intervenants et pour la famille. Le message est clair, c'était elle, notre cible. On n'était pas là pour John et Vicky, juste pour Becky. Une mise en scène, un message. Oui, mais de qui? Et pourquoi? Voilà les questions qui hantent les enquêteurs et ce n'est que le début. Une fois l'identité des victimes confirmée, les enquêteurs commencent à creuser le passé de Becky. Et rapidement, son cercle rapproché attire leur attention. Et quand je dis cercle rapproché, je parle de son ex. Retour en janvier 2006, soit 8 mois avant les meurtres, quand elle met un terme à une relation devenue toxique. Et oui, parce qu'à ce moment-là, Becky fréquente un certain Robert Pape depuis environ 15 mois. Il a 18 ans et leur relation a débuté alors qu'ils étaient encore au lycée. Et au début, tout allait pour le mieux. Robert est probablement son premier amour. Le genre de relation intense qu'on vit quand on est adolescent ou jeune adulte. Malheureusement, quelque chose change au fil du temps. Robert devient possessif, pour ne pas dire étouffant. Une amie de Becky raconte qu'environ 2 mois avant leur rupture, elle est partie en vacances avec elle. Durant leur séjour, Robert a appelé sa copine entre 20 et 30 fois en une seule nuit. Parfois à quelques minutes d'intervalle seulement. Je pense que j'aurais même du mal à draguer un pingouin, mais laissez-moi vous donner ce conseil précieux. Faites pas ça. Bon, Robert veut absolument lui parler alors qu'elle est censée profiter de son temps avec ses amis, au point que ça est viré au harcèlement. C'est sûrement en grande partie pour cette raison que Becky a décidé de mettre un terme à leur relation au mois de janvier 2006. Après ça, chacun commence à voir d'autres personnes de son côté. Becky sort même avec le cousin de l'un de ses meilleurs amis, un certain Javier Garcia, un jeune homme de la vallée de Coachella qui s'était lié d'amitié avec elle. Mais pas que, parce que quand bien même Becky est en couple avec son cousin, Javier est tombé amoureux d'elle. Ça n'échappe à personne, parce qu'il la suit partout comme un petit chiot perdu. Seulement, Becky n'a jamais vu en lui un potentiel compagnon. Elle l'apprécie énormément, mais pas de cette façon-là. Encore un soldat tombé au combat. Oui, parce qu'en d'autres termes, elle a friendzoné Javier bien comme il faut. Javier a un important réseau dans la région. Son père, Javier Garcia Senior, est enquêteur au bureau du procureur du district. Et sa mère est membre de l'Assemblée de l'État de Californie. Après sa rupture avec Robert, Becky finit aussi par se séparer du cousin de Javier. C'est là que quelque chose d'inquiétant se produit. 3 semaines avant sa mort, elle va voir une amie pour se confier à elle parce qu'elle a peur et a raison.
Robert vient de lui dire que s'il ne peut pas l'avoir, personne ne l'aura. C'est ce qui est pour ainsi dire une menace de mort à peine voilée. L'ami de Becky se souvient parfaitement de ces mots. Son ex ne parvenait pas à encaisser la rupture. Il la voulait pour lui seul et refusait l'idée qu'elle puisse être avec un autre. Becky lui avait même dit texto « Il a menacé de me tuer ». Sauf que si ça l'angoisse effectivement au départ, la jeune femme n'a pas réellement pris ses menaces au sérieux. Becky est jeune et pense peut-être que c'était juste des paroles en l'air. Le genre de truc qu'on dit quand on est jaloux, parce qu'on peine à se remettre d'une rupture. Les jours passent et au début du mois de septembre 2006, Robert reprend contact avec Becky. Ça faisait des mois qu'ils s'étaient pas vraiment parlé, et voilà qu'il l'appelle. Javier est témoin de ces appels. Il est présent quand Robert téléphone à Becky au moins 2 fois dans la semaine précédant les meurtres. Selon Javier, elle est très surprise. Mais quand son ex lui propose de faire une randonnée de nuit près de chez elle, sur la propriété familiale à Canyon Pines, elle accepte. Une randonnée nocturne, dans les montagnes isolées, toute seule. Quand on regarde du true crime, on sait que c'est un plan qui pue le meurtre par excellence. Au moins, elles servent à quelque chose, ces vidéos, finalement. Avant de s'y rendre, Becky dit à Javier que Robert souhaite que son meilleur ami d'enfance, un certain Christine Smith, les accompagne. Et apparemment, ça la dérange pas. Au début de la conversation, Becky demande à Javier de venir avec elle. Mais quelques instants plus tard, elle se ravise et affirme qu'elle va y aller seule. Vu qu'elle et Robert ne sont plus ensemble depuis des mois, elle craint que sa présence ne rende les choses gênantes. Le 17 septembre 2006, Javier passe une bonne partie de l'après-midi avec Becky. Ils se parlent aussi plusieurs fois au téléphone ce jour-là. À 18h40, la jeune femme dit à son amie qu'elle s'est douchée et a enfilé sa tenue de randonnée. Becky vient de recevoir un appel de Robert. Passé simplement pour lui confirmer qu'il était en route et monter la colline en direction de chez elle, avec son amie Christine. Sauf que, quand Javier essaie de rappeler Becky plus tard dans la soirée, il n'obtient pas de réponse. Ce n'est que tôt le lendemain matin qu'il apprend que quelque chose de terrible s'est passé. La maison des Friedli a brûlé, et il y a eu des morts. Il l'a su soit par sa mère qui l'a vu aux impôts, soit par son père, enquêteur au bureau du procureur, ou indirectement par un témoin sur place. En tous les cas, Javier se précipite sur les lieux avec 2 amis, pour voir ce qui s'est passé, et sur place, c'est le chaos. Des voisins sont là, il y a des journalistes et les véhicules de service d'urgence sont partout. Tout le monde parle du drame et dans la petite communauté, les détails se propagent rapidement. Informé du fait qu'il était avec Becky la veille au soir, Javier appelle Robert pour savoir ce qu'il y a eu. Lors de cette conversation, ce dernier lui explique que la randonnée n'a finalement pas eu lieu, parce qu'il l'a annulée. Becky voulait apparemment inviter plusieurs amis, des Marines, mais ça le mettait mal à l'aise, alors il n'est pas venu. C'est du moins ce qu'il soutient, mais les enquêteurs ont des questions. Et ça tombe bien, parce que le 18 septembre au matin, Robert se présente volontairement au poste de police. Il veut offrir son aide aux autorités pour faire avancer l'enquête ouverte suite à la découverte du triple meurtre. Christine, son amie, fait de même. Pendant son interrogatoire enregistré, Robert explique qu'il n'a plus vu Becky depuis leur rupture, en janvier. Il dit que c'est elle qui a repris contact avec lui une semaine auparavant, pour lui proposer cette randonnée près de chez elle, sur Alpine Drive. Puis vient un moment pour le moins étrange. Quand on demande à Robert ce qu'il sait de ce qui s'est passé sur les lieux, il répond spontanément. Toute la maison des Friedli a pris feu et 3 personnes sont mortes. 2 des corps sont méconnaissables à cause des brûlures. Et une femme d'environ 20 ans a été retrouvée calcinée dans une brouette. Ah, en entendant ça, l'enquêteur est surpris. Comment Robert peut-il savoir que le corps de Becky a été retrouvé dans une brouette? Cette information n'a pas été encore rendue publique. Questionné à ce sujet, Robert affirme que c'est Javier qui lui a raconté après s'être rendu sur place. Mais voilà le problème. Timothy Summerly, le voisin qui a découvert la scène, a pris le corps de Becky pour un mannequin au départ. Quand Javier est arrivé sur les lieux, il savait pas qu'il y avait des restes d'humains dans la brouette. En plus, comment Robert a-t-il pu décrire tout ça avec autant de précision? Bon, l'enquêteur lui demande directement s'il a tué Becky. Robert répond que non, avec un petit rire nerveux, et précise qu'il ne sait pas qui a pu commettre ces meurtres. Il ajoute aussi qu'il a entendu dire que Becky se battait parfois, et qu'il lui arrivait de penser à sauter la vie, de faire des rêves dans lesquels elle se tuait. L'interrogatoire se termine comme ça. Le lendemain, Robert rappelle l'enquêteur qu'il a vu le jour précédent, pour lui dire qu'il a omis quelque chose dans son récit. À savoir que pendant les 8 mois qui ont suivi leur rupture, Becky était un peu obsédée par lui. Javier aurait dit à Robert qu'elle montrait des photos de lui à ses amis et gardait toutes ses lettres dans un tiroir. Un collègue de travail lui aurait également confié que Becky parlait beaucoup de lui, et plus généralement de leur relation. Les enquêteurs notent tout, mais à ce stade, ils n'ont pas assez de preuves pour tirer de réelles conclusions. Les photos brûlées récupérées sur place ajoutent une couche supplémentaire au mystère. Et parmi les restes calcinés, on retrouve plusieurs photos de Robert. Une poupée de bébé également, complètement brûlée
et des objets d'enfance de Becky. Tout semble indiquer que quelqu'un a voulu effacer son passé ou envoyer un message macabre. Pendant ce temps, les enquêteurs découvrent également que Christine, le meilleur ami de Robert, était supposément avec lui cette nuit-là. Il a 17 ans au moment des faits et comme lui, il nie être allé à Panyon Pines ce soir-là, affirmant même qu'ils n'ont jamais eu l'intention de faire cette randonnée avec Becky. Seulement, Ravière sait que c'est faux. En plus, ce détail que Robert connaissait sur la brouette, alors que cette information n'avait encore jamais été divulguée, continue de tracasser les enquêteurs. Les semaines passent et l'enquête avance, mais lentement. Trop lentement. On dirait mon projet Abdo saillant. La chaîne Cogiter in Shape, c'est pas pour demain. En août 2007, près d'un an après les meurtres, des mandats de perquisition sont émis pour fouiller les domiciles de Robert et Christine. Chez les deux jeunes hommes, on trouve des fusils de chasse. Mais étant donné qu'ils sont tous deux amateurs de tir, ça surprend personne. Chez Robert, les enquêteurs découvrent quelque chose d'intéressant. Un holster de Glock flambant neuf, encore dans son emballage d'origine, avec le reçu d'achat. C'est un holster pour un pistolet de calibre 40. Une arme du même calibre que celle qui a tué Vicky. Eh oui, à 18 ans, il a les moyens de s'offrir un holster, mais pas encore le pistolet lui-même. Les enquêteurs saisissent également le téléphone portable de Robert. En 2007, ils téléchargent une série de photos qui montrent une large collection d'armes à feu, notamment plusieurs fusils semi-automatiques. Robert n'apparaît sur aucune des photos, mais les armes sont bien là. Or, lors de son interrogatoire en septembre 2006, Robert avait affirmé ne posséder aucune arme à feu. Il y a aussi autre chose qui émerge pendant l'enquête. Toujours en 2007, soit quelques semaines après les meurtres, un certain Jeremy Witt travaillait avec Christine au parc aquatique North Sauk City à Palm Springs. Un jour, il a remarqué qu'il était dans un état second. Il n'était pas concentré et avait l'air ailleurs. C'est à ce moment que Christine a prononcé une phrase lourde de sens. Quelque chose a mal tourné et on a tout cramé. Sur le moment, Jérémy a pas vraiment compris de quoi il parlait. Mais en octobre 2007, une superviseure qui allait devenir la femme de Christine a appelé son collègue. Elle lui a dit que la police était là et qu'il fallait rien dire à personne du boulot. Évidemment, il a demandé pourquoi. Et elle a répondu que la petite amie du meilleur ami de Christine avait été victime d'un meurtre l'année précédente. Jérémy a alors commencé à réfléchir et à repenser à une autre étrange conversation. Il s'est souvenu avoir parlé d'armes et de son service militaire avec Christine. Jérémy avait dit qu'on n'était pas forcément un tueur juste parce qu'on avait servi dans l'armée. Et la réponse de Christine avait été ambiguë, quelque chose du genre « ou alors t'as tué une... » Et la phrase est restée en suspens. Plus tard, Jérémy a vu un reportage sur les meurtres de Panyon Pines à la télévision, et il a fait le rapprochement. C'est ainsi qu'il a décidé de passer un appel anonyme à la police pour transmettre toutes les informations. Au fond de lui, il espérait que ça ne serait rien, mais si ça pouvait aider, autant le signaler. Pendant des années, cet appel anonyme reste un mystère pour les autorités. Elles ne parviennent pas à identifier qui les a contactés. Il y a aussi cette conversation par messagerie instantanée que Robert a eue avec sa petite amie de l'époque, Sarah, en janvier 2006, soit 8 mois avant les meurtres de Panyon Pines. Dans cet échange, Sarah se plaignait d'un problème avec un ex-petit ami, une chose à laquelle Robert s'est empressé de répondre en proposant une solution drastique. Il lui a dit que si elle savait où il habitait, il pouvait brûler professionnellement sa maison. Quand on sait comment Becky, Vicky et John ont été tués, c'est une déclaration avec laquelle il est difficile de ne pas faire un lien. Surtout qu'elle date de 8 mois avant les meurtres. Tout s'accumule, mais c'est toujours pas suffisant. Il n'y a pas d'arme du crime, pas de preuves médico-légales, pas de témoins. Les enquêteurs doivent se contenter de ces éléments troublants qui, mis bout à bout, dessinent un portrait inquiétant. Mais pour l'instant, personne n'est arrêté. L'affaire commence à refroidir. Les mois passent, puis les années. 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, toujours rien. Les proches de Becky, Vicky et John commencent à perdre espoir. Ils voient l'enquête s'enliser et les pistes se perdre dans les méandres administratifs. Tout le monde dans la petite communauté sait qui sont les principaux suspects. Les rumeurs circulent et murmurent le nom de Robert Pape. Mais devant un tribunal, les rumeurs ça suffit pas. Il faut des preuves concrètes. Et pour l'instant, elles manquent cruellement. Cette affaire est en train de devenir un cold case. Sauf que Ron Friedli, le père de Becky, n'est pas du genre à abandonner. Pas quand il s'agit de sa fille. Et quelques années plus tard, il va prendre les choses en main d'une manière spectaculaire qui va relancer toute l'affaire. En 2012, soit 6 ans après les meurtres, Ron prend les choses en main.
Il fait appel à Luis Bolaños, l'un de ses anciens collègues au département du shérif, devenu enquêteur privé. Il connaît bien la famille Fridley et suit l'affaire depuis le premier jour. Quand Ron le contacte, Luis accepte de travailler pro bono, c'est-à-dire gratuitement. Son objectif est simple, relancer l'enquête et faire pression sur les autorités pour qu'elles agissent enfin. Luis sait que les gens ont tendance à oublier les cold cases. Le temps file, le public passe à autre chose et ses affaires restent non résolues. Par conséquent, il décide de faire quelque chose de radical pour ramener cette histoire sous les projecteurs et d'organiser une reconstitution des meurtres. En collaboration avec un producteur et réalisateur talentueux nommé Hollywood Heard, Luis met en scène les faits tels qu'ils se sont supposément déroulés selon les rapports de police. Le résultat est d'un réalisme prenant. La reconstitution montre Becky dans la brouette en flammes. Elle passe à la télévision à travers tout le pays et fait l'effet d'une bombe. Parfait. L'affaire revient alors sur le devant de la scène et les médias s'en emparent à nouveau. Mais Luis s'arrête pas là, parce qu'il monte aussi une campagne médiatique d'envergure. Des panneaux publicitaires géants sont installés dans toute la région, montrant le visage souriant de Becky à côté d'une image simulée de son corps brûlé dans la brouette. L'enquêteur privé veut que les gens se souviennent de la jeune femme et réalise l'horreur qu'elle a vécue dans ses derniers instants. Il joue sur l'effet choc. Il souhaite aussi que le ou les tueurs sachent qu'on ne les a pas oubliés et qu'on les traque toujours activement. Et cette stratégie fonctionne au-delà de toute espérance. La hotline mise en place génère plus de 3000 appels téléphoniques. 3000 dans une affaire qui est un cold case. Des gens qui se souviennent de quelque chose, qui ont vu quelque chose, qui veulent aider. Parmi ces milliers d'appels, il y a celui de Daniela Zermenio, une cousine de Becky qui n'avait jamais été contactée par les enquêteurs, bien qu'elle détenait des informations cruciales. Depuis le début, ça faisait 7 ans qu'elle attendait que quelqu'un l'écoute. 7 ans de silence forcé. Mais grâce à la pression médiatique de Luis, elle peut enfin raconter ce que Becky lui a dit la veille de sa mort. En 2013, 7 ans, jour pour jour après les meurtres, Luis organise une conférence de presse sur le site même du crime, à Panyon Pines. Il a bien l'intention de marquer le coup. Et pour ce faire, il présente publiquement Daniela, qui raconte que la veille des meurtres, le 16 septembre 2006, elle a vu Becky. Ce soir-là, la victime avait raconté à sa cousine que Robert, son ex-petit ami, était venu la voir à son travail au Denny's et qu'il l'avait harcelée au point d'être expulsée du restaurant. Daniela explique que, des suites de cette altercation, elles avaient discuté de la randonnée prévue le lendemain. Becky voulait avoir une conversation avec Robert, mais uniquement pour lui faire comprendre une bonne fois pour toutes que leur relation est terminée. Après la prise de parole de Daniela, Luis parle à son tour devant les journalistes pour détailler ce qu'il pense être le déroulé des faits. Il explique que les suspects ont emmené Becky quelque part, l'ont aspergée d'essence et l'ont embrasée avant de mettre le feu à la maison de sa famille pour couvrir leurs traces. À ce stade, Ron et Luis sont convaincus d'une chose. Il existe au moins 7 conflits d'intérêts directs entre la famille Fridley et des personnes impliquées dans cette enquête. Plusieurs inspecteurs qui travaillaient sur le dossier, y compris celui qui en avait la charge au début, étaient des amis proches ou d'anciens collègues du père de Becky. C'est d'ailleurs précisément à cause de ces problèmes de conflit d'intérêts que Luis a accepté de prendre l'affaire pro bono. Ces relations pourraient aider la défense à faire rejeter l'affaire si quelqu'un était finalement inculpé. En février 2014, Ron et Luis organisent une nouvelle conférence de presse, cette fois devant le tribunal historique du comté de Riverside. Ils demandent publiquement qu'une agence externe prenne l'enquête en charge. Soit le bureau du procureur général de Californie, soit le bureau du shérif d'un autre comté comme ceux de San Bernardino, San Diego ou Los Angeles. Parallèlement, Ron explique aux médias que plus d'1 an auparavant, le bureau du shérif avait dit à la chaîne NBC de Palm Springs qu'une arrestation était imminente. Seulement, il n'y en a eu aucune. Luis affirme que son équipe a identifié de potentiels suspects, mais que les liens entre ces individus et les gens qui travaillent pour le shérif et le procureur créent un problème majeur. Et il y a une autre chose qui inquiète particulièrement Ron et son ami. Le matin suivant les meurtres, Robert a appelé le restaurant Denny's où elle était employée et a demandé à parler à son superviseur pour lui dire qu'elle ne viendrait pas travailler. Ron et Luis ne voient que 4 possibilités qui puissent expliquer comment son ex a eu connaissance de ces informations, qui n'avaient pas été rendues publiques à l'époque. Soit il était présent sur les lieux et a vu ce qui s'est passé sans forcément être impliqué, soit la personne qui a commis le crime lui a dit, soit c'est l'un des enquêteurs qui a trop parlé, soit il est le meurtrier. Comme le souligne Ron, quoi qu'il se soit vraiment passé,
ce sont des détails que seules les autorités étaient censées connaître. Le bureau du procureur du comté de Riverside répond par un communiqué lapidaire. Il y est dit que l'enquête est en cours et qu'étant donné qu'aucune accusation n'a été portée pour le moment, il n'y aura aucun autre commentaire. Il précise qu'avant de décider de désigner formellement un suspect, ils doivent croire qu'ils peuvent prouver sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable devant un tribunal. Bon, en d'autres termes, comme c'était déjà le cas juste après les faits, les forces de l'ordre ont déjà les yeux rivés sur une ou plusieurs personnes. Mais il n'y a pas assez de preuves. Sauf que toute cette pression médiatique ne reste pas sans effet. La conférence de presse, les panneaux publicitaires et la reconstitution télévisée, tout ça commence à porter ses fruits. Les gens se souviennent de l'affaire et des indices remontent jusqu'à la surface, jusqu'à ce qu'il y ait un impressionnant coup de théâtre en mars 2014. Plus de 7 ans après les meurtres, Robert Papp et Christine Smith sont inculpés de 3 chefs d'accusation de meurtre avec circonstances spéciales de meurtre multiples. Un grand jury a entendu les témoignages, examiné les relevés de téléphone portable et les preuves ADN. Et ils ont finalement décidé qu'il y avait suffisamment d'éléments pour que les 2 hommes puissent être arrêtés. Robert et Christine, tous 2 âgés de 25 ans à ce moment-là, sont formellement accusés d'avoir tué Becky Fridley, Vicky Fridley et John Hayward le 17 septembre 2006. Ça y est, les autorités tiennent enfin des suspects officiels. 2 hommes qui vont devoir répondre de leurs actes devant un tribunal. Seulement voilà le problème. Inculper quelqu'un ne garantit en rien qu'il va être condamné. Ce sont 2 choses bien différentes. Surtout quand l'affaire repose sur des preuves circonstancielles, des témoignages parfois contradictoires, et une scène de crime en grande partie détruite par les flammes. Et très vite, l'affaire va connaître un nouveau rebondissement qui va encore une fois tout compliquer. Ça rebondit dans tous les sens. C'est pire qu'un épisode des experts. Le 6 octobre 2014, soit près de 7 mois après les arrestations de Robert et Christine, c'est la stupéfaction chez les proches des victimes. Le bureau du procureur du comté de Riverside annonce qu'il abandonne toutes les charges qui pesaient contre eux. Dans un communiqué de presse, il est expliqué qu'après un examen plus approfondi des procédures du grand jury, des problèmes juridiques sont apparus concernant l'affaire. Ces problèmes rendraient apparemment l'abandon des charges appropriées pour le moment. Mais leur nature exacte n'est pas précisée. Le bureau du procureur du comté de Riverside refuse de donner plus de détails et se contente de dire que l'enquête se poursuit. Pour la famille des victimes, c'est un coup de massue. Comment c'est possible que 2 suspects aient pu être inculpés de triple meurtre, puis relâchés à peine quelques mois plus tard? Peu de temps après cette annonce, Christine et Robert sortent de prison. Pour eux, comme pour leurs proches, c'est la preuve incontestable que le système a bien fonctionné et qu'ils étaient innocents depuis le début. Pour Ron et Louis, c'est tout autre chose. C'est la preuve que quelque chose cloche véritablement dans la façon dont cette affaire est gérée. Il y a un truc pourri là-dedans. Et il se trouve que c'est l'ancien procureur du district, Paul Zellerbar, qui était chargé du dossier à ce moment-là. Et devinez quoi ? Il était en pleine campagne de réélection. L'homme n'en est d'ailleurs pas à sa première controverse. En 2006, alors qu'il était juge, la Commission californienne sur les performances judiciaires l'avait réprimandé pour être allé à un match de baseball pendant qu'un jury délibérait dans une affaire de meurtre. Ah ouais, il en avait rien à foutre. Et j'ai vérifié, il a vraiment fait ça. C'est comme si là je me levais au milieu de la vidéo pour aller me poser dans mon canapé. En 2010, nouvelle réprimande pour avoir critiqué publiquement le bureau du procureur, alors qu'il prévoyait secrètement de se présenter contre son patron. Et en avril 2014, en pleine campagne de réélection, Paul Zellerbar est filmé en train d'arracher les panneaux de campagne de son adversaire, Mike Estrin. C'est là que ça devient intéressant. Qui a filmé cette vidéo d'après vous ? Javier Garcia Senior, le père de Javier Garcia Jr., le meilleur ami de Becky. Résultat, Paul Zellerbar l'accuse immédiatement de lui en vouloir personnellement. Pourquoi ? Parce qu'il a refusé d'accorder l'immunité à son fils en échange de son témoignage devant le grand jury dans l'affaire Panion Pines. Paul Zellerbar affirme publiquement que Javier Garcia Senior le ciblait pour cette raison et que c'était une vengeance personnelle. Cette déclaration publique inquiète beaucoup les forces de l'ordre. Plusieurs associations de police du comté organisent une conférence de presse pour demander la démission de Paul Zellerbar. Ils craignent que ces déclarations publiques sur Javier Garcia et l'affaire Panion Pines ne compromettent définitivement l'enquête. Mais c'est pas tout. La défense de Robert Papp avait assigné Paul Zellerbar à témoigner lors d'une audience. Le juge lui avait donc ordonné de se présenter à cette audience prévue un lundi, le vendredi précédent. Le bureau du procureur avait annoncé l'abandon de toutes les charges contre Robert et Christine. Louis pense que c'est trop gros pour être une coïncidence. Durant sa campagne de réélection,
Paul Zellerbar aurait-il porté des accusations à la hâte pour montrer aux électeurs qu'il résolvait des affaires importantes? A-t-il commis des erreurs juridiques devant le grand jury? A-t-il abandonné les charges pour éviter de devoir témoigner sur ses propres dysfonctionnements? Il semblerait qu'il ait effectivement commis des erreurs juridiques devant le grand jury. Des preuves favorables aux accusés n'ont pas été présentées. Un témoin qui devait parler a finalement invoqué son droit au 5e amendement et s'est muré dans le silence. Bref, tout s'est écroulé. Paul Zellerbar dira plus tard que toute allégation selon laquelle il aurait mal géré l'affaire est fausse et que toute personne qui la profère est mal informée. Il a tenu à rappeler que son prédécesseur avait refusé de porter des accusations après que le département du shérif ait soumis ses conclusions. Mais que son bureau, après avoir rencontré les enquêteurs et mené sa propre enquête, avait décidé de le faire. Seulement voilà, ça n'a pas tenu. Retour à la case départ. Paul Zellerbar perd son élection en juin 2014, battu par Mike Estrin de près de 9 points de pourcentage. Un nouveau procureur qui va changer la donne. Tandis que 2015 arrive, rien ne se passe officiellement, mais dans l'ombre, les choses bougent. En avril, un nouvel élément émerge et fait renaître l'espoir. Le département du shérif du comté de Riverside assigne de nouveaux enquêteurs au dossier pour que toutes les preuves soient réexaminées. Ils sont chargés de repasser au peigne fin tout ce qui a été collecté depuis 2006. Et surtout, ils vont utiliser les nouvelles technologies disponibles. Pendant ce temps, Mike Estrin, le nouveau procureur du district, s'intéresse très vite à l'affaire de Pinyon Pines. Il veut comprendre ce qui s'est passé, pourquoi les charges ont été abandonnées, et s'il est possible de faire quoi que ce soit pour que l'enquête redémarre. Et ça va faire toute la différence. Entre 2015 et 2016, les enquêteurs font des découvertes cruciales. D'abord, ils retestent une pièce à conviction clé trouvée sur la scène de crime, une carte de visite. Cette carte appartenait à un directeur de l'organisation Respect for Human Life du diocèse catholique de San Bernardino, une personne qui avait un lien étroit avec la mère de Robert Pape. En 2006, la carte avait été trouvée à près de 200 mètres derrière la maison des Friedli. Mais à l'époque, les tests ADN avaient montré la présence d'un mélange d'au moins 2 profils génétiques, et celui de Robert ne faisait pas partie du lot. Christine, quant à lui, n'avait pas pu en être formellement exclue. Mais les résultats n'étaient pas concluants. La probabilité qu'une correspondance se produise au hasard était alors estimée à 1 sur 320 000. Mais il y a quelque chose d'étrange. Durant 12 ans, 2 experts en empreintes digitales de l'État ont analysé cette carte. Et les 2 ont formellement exclu Robert et Christine. 12 ans durant, les empreintes ne correspondaient pas. Puis en 2016, une nouvelle analyse du département de justice de Californie examine les cartes à nouveau. Et là, subitement, elle trouve suffisamment de points de similitude pour affirmer que les empreintes correspondent à celles de Christine. Comment c'est possible ? 2 experts disent non, puis un 3e dit oui. La défense soulève évidemment cette contradiction. Mais les nouvelles conclusions tiennent. En plus, un laboratoire ADN passe à nouveau la carte avec de nouvelles technologies, et là, bingo. Les résultats montrent que 2 des doigts de Christine ont touché cette carte. La probabilité que quelqu'un d'autre que lui soit le donneur majeur de cet ADN est de 1 sur 28 trillions. Un chiffre astronomique. Est-ce que vous voyez ce que ça fait déjà 1 trillion ? Donc grâce aux nouvelles technologies, on est passé de 1 sur 320 000 à 1 sur 28 trillions. Alors oui, certains diront qu'étant donné qu'une carte de visite est faite pour aller là où son propriétaire ne va pas, elle est transférente par nature. Si un vendeur vous donne sa carte dans un café et que vous êtes tué chez vous le soir même, est-ce que ça fait de lui un meurtrier ? Bah non. Sauf que, rappelez-vous, Christine a toujours nié être allée près de la maison des Friedli. Ça va être difficile pour lui d'expliquer comment son ADN et ses empreintes se sont retrouvés sur une carte de visite abandonnée à 200 mètres derrière la propriété des victimes. Et il n'y a pas que ça, parce que les enquêteurs ont fait une autre découverte importante en identifiant, enfin, cet appelant anonyme qui avait contacté la police des années auparavant. En 2016, ils parviennent à retrouver Jeremy Witt, et quand ils l'interrogent, il confirme tout. Sa déclaration de 2007 est vérifiée et documentée. En 2014, après sa première arrestation, Robert a également passé des coups de fil depuis la prison. Et comme c'est une tôle, les appels sont enregistrés. Dans ses conversations avec sa femme de l'époque, Sarah, Robert parle de cacher des armes à feu non enregistrées, dont une du même calibre que celle pour utiliser Vicky Friedli, un calibre 40. Les enquêteurs reprennent aussi l'analyse des données de localisation des téléphones portables. Avec de nouvelles techniques, ils réévaluent les signaux captés par les antennes relais le soir du 17 septembre 2006. Et ils concluent que les téléphones de Robert et Christine se déplaçaient ensemble en direction du sud, sur Monterey Avenue, aussi appelée
Highway 74, la route qui monte dans les montagnes vers Panyon Pines. Vers 19h, leurs téléphones sont actifs. Puis, au moment supposé des meurtres, les deux mobiles cessent complètement d'émettre, comme s'ils avaient été éteints en même temps. Mais il y a un problème avec ces données cellulaires, un problème de taille. La couverture téléphonique en 2006 n'a rien à voir avec celle de 2015 ou 2016, quand les experts font leur analyse. Un expert en téléphonie le dit clairement, les variables sont trop importantes. Que ce soit la météo, le trafic sur les antennes ou les obstacles physiques. On ne peut pas avoir confiance dans le fait que la couverture de 2015-2016 reflète celle de 2006. C'est juste impossible à vérifier. En plus, un agent spécial du FBI admet que dans le cas de Christine, il n'était pas inhabituel que son téléphone n'affiche aucune activité pendant ces heures-là. Alors, est-ce que leur téléphone était éteint volontairement pour éviter les appels de Becky, comme ils le prétendent, ou est-ce qu'ils étaient dans une zone sans couverture, comme Panyon Pines? Les deux hypothèses sont plausibles. Quand on combine tout ça avec les autres preuves, le tableau d'ensemble devient de plus en plus étrange. Sans parler de ce détail qui a toujours fait tiquer les enquêteurs. Souvenez-vous, le 18 septembre 2006, soit le lendemain des meurtres, Robert a été questionné par les policiers. Il s'était présenté volontairement au commissariat pour offrir son aide. Mais pendant cet interrogatoire, il avait mentionné un détail qui n'avait pas encore été rendu public. Il était au courant que les restes de Becky avaient été trouvés dans une brouette. Et pour les autorités, ils pouvaient le savoir que parce qu'il était impliqué. Avec toutes ces nouvelles preuves en main, le nouveau procureur du district décide qu'il y a suffisamment d'éléments pour porter à nouveau des accusations. Donc le 8 juin 2016, soit près de 10 ans après les meurtres et 2 ans après l'abandon des premières charges, Robert Pape et Christine Smith sont à nouveau arrêtés. Les deux hommes, maintenant âgés de 28 et 27 ans, sont à nouveau inculpés de 3 chefs d'accusation de meurtre avec des circonstances spéciales de meurtres multiples. Mais nouveau rebondissement. Non, je rigole, ça suffit là. Cette fois, les charges vont tenir. Le procès est fixé pour avril 2018, soit près de 12 ans après les faits. 12 longues années pendant lesquelles la famille des victimes ont attendu que justice soit rendue. 12 années pendant lesquelles Robert et Christine ont vécu leur vie, se sont mariés, ont eu des enfants. Christine est même devenu un vétéran de guerre décoré. Il a servi pendant 6 ans et 5 mois comme fantassin. 5 déploiements au total, 4 en Afghanistan, 1 en Irak. Il a suivi des formations d'élite, Airborne, Rangers, tireurs d'élite. Et en Afghanistan, lors d'un engagement avec l'ennemi, il a risqué sa vie pour sauver un autre ranger qui avait pris une balle dans le dos. C'est à ce moment qu'une balle lui a déchiré le bras. Mais il a continué de se battre et à protéger ses hommes pour assurer leur évacuation. Cet acte de bravoure magnifique lui a valu son 2e Purple Heart. En tout, il cumule 2 Purple Heart, 4 Army Commendation Medals, dont une avec distinction de bravoure, et 3 Army Achievement Medals. En gros, c'est bien. Ses compagnons d'armes témoignent lors du procès. Ils parlent de son courage, de son altruisme et du fait qu'il était prêt à donner sa vie pour eux. Oui, d'accord, mais rien de tout ça ne change quoi que ce soit à ce qu'on lui reproche. Maintenant, va falloir qu'un jury décide si ces 2 hommes sont coupables ou innocents du triple meurtre de Panyon Pines. Le 16 avril 2018, le procès de Robert Pape et Christine Smith s'ouvre enfin au tribunal de Riverside. Ils sont tous les deux inculpés de 3 chefs d'accusation de meurtre au premier degré, avec des circonstances spéciales de meurtres multiples. S'ils sont reconnus coupables, ils encourent la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Quand l'avocat de Christine prend la parole, il attaque frontalement l'affaire de l'accusation et condamne les preuves ADN au motif qu'elles ne sont pas crédibles. Il explique que l'un des laboratoires responsables des données fournies aux forces de l'ordre a fait faillite et que des éléments de preuve utilisés pour tirer des conclusions concernant son client n'ont pas été conservés. Selon l'avocat, Jeremy Witt n'est venu témoigner qu'après qu'une récompense de 50 000 $ ait été annoncée pour des informations menant à une condamnation. Les relevés bancaires de Robert Pape sont également présentés. Ils montrent qu'il n'y a eu aucune activité sur son compte le 17 septembre, le jour des meurtres. Les enregistrements des premiers interrogatoires de Robert et Christine avec les forces de l'ordre sont diffusés plusieurs fois aux jurés. Leur déclaration suggère qu'ils nourrissaient une certaine animosité envers Becky. Le procureur présente les données de localisation des téléphones, les messages instantanés de Robert qui parlaient de brûler professionnellement une maison et les menaces qu'il a proférées des semaines avant les meurtres. Il présente aussi le témoignage de Javier Garcia. Il affirme que Becky lui a dit qu'elle allait faire cette randonnée avec Robert et Christine et que c'est son ex qui avait repris contact avec elle après des mois de silence. Sauf que là, il y a un problème.
Durant le procès, Javier soutient qu'il a dit à Robert que Becky était dans une brouette le lendemain des meurtres, quand il l'a appelé. Ce qui expliquerait pourquoi il le savait lors de son interrogatoire avec la police. Mais 12 ans plus tôt, Javier avait dit aux enquêteurs que c'est Robert qui lui avait parlé de la brouette. Pas l'inverse. Son histoire a changé. Au procès, Jeremy Witt ne témoigne pas en personne. En fait, il invoque son droit au 5e amendement pour ne pas s'auto-incriminer dans une affaire séparée qu'il concerne. Son témoignage de 2016 est donc simplement lu au juré. Et évidemment, la défense attaque sa crédibilité de plein fouet. Elle fait venir des témoins qui affirment que Jeremy a été condamné pour crime, qu'une ordonnance restrictive a été émise contre lui et qu'il est connu pour être agressif. Il nie ces accusations et présente même des documents du corps des marines, le rappelant en service actif après la prétendue condamnation. Mais le doute est semé. Est-ce un témoin fiable ou quelqu'un qui cherchait juste à empocher la récompense de 50 000 $? Le 23 mai 2018, les plaidoiries finales commencent. Le procureur adjoint reconnaît que Robert et Christine n'ont peut-être jamais eu l'intention de tuer Becky, mais plutôt juste de l'intimider. Mais bon, une fois les meurtres commis derrière la maison, la seule alternative pour couvrir leurs traces était de prendre les vies des dernières personnes à l'avoir vue vivante, celles de Vicky Fridley et John Hayward. Le 7 juin 2018, après 29 jours de procès au total et 10 jours de délibération, les verdicts tombent. Et ils sont nuancés. Robert Pape est reconnu coupable de meurtre au premier degré de Vicky Fridley et John Hayward, et du meurtre au deuxième degré de Becky. Quant à Christine Smith, il est reconnu coupable des meurtres au premier degré de Vicky Fridley et John Hayward. Par contre, il est acquitté du meurtre de Becky, tant au premier qu'au deuxième degré. Ces verdicts différents en disent long. Le jury semble avoir cru que quelque chose avait mal tourné avec Becky, probablement entre elle et Robert, que Christine était peut-être présent mais pas directement impliquée dans sa mort, que les deux hommes ont ensuite décidé de tuer Vicky et John pour éliminer les témoins. C'est exactement ce que Jeremy Witt avait rapporté avec la phrase « Quelque chose a mal tourné ». Et on a tout cramé. Le procureur adjoint lui-même a reconnu que Robert et Christine n'ont peut-être jamais eu l'intention de tuer Becky, mais plutôt juste de l'intimider. Le 10 août 2018, Robert et Christine sont condamnés. Le juge Bernard Schwartz impose la peine maximale, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les deux hommes. Robert et Christine prennent la parole, et tous deux maintiennent leur innocence. Leurs avocats annoncent immédiatement qu'ils feront appel, mais pour l'instant, les deux hommes sont emmenés hors du tribunal. Direction la prison, où ils sont pas près de ressortir. 12 ans après les meurtres de Pinyon Pines, l'affaire est officiellement close. Du moins pour les autorités. Sauf que les zones d'ombre demeurent. Comment expliquer que pendant 12 ans, 2 experts en empreintes digitales aient exclu Christine, puis qu'un troisième l'identifie soudainement? Comment faire confiance aux données de localisation cellulaire de 2006, analysées avec la technologie de 2016, alors que les experts admettent que la couverture a radicalement changé? Comment expliquer que Javier Garcia ait changé son histoire entre 2006 et 2018 sur qui a parlé de la brouette en premier? Jeremy Witt était-il un témoin crédible ou un opportuniste? Paul Zellerbach a-t-il saboté la première inculpation pour éviter de devoir témoigner au sujet de ses propres erreurs? Les 7 conflits d'intérêts identifiés par Ron Fridley ont-ils compromis l'enquête dès le début? On sait pas vraiment. Et aujourd'hui encore, un site web existe, PinyonPinesMurders.com. Il détaille toutes les incohérences, contradictions et failles de l'accusation. Il clame l'innocence de Robert et Christine. La question demeure donc, est-ce que le jury a eu raison? Ou est-ce que ces deux hommes, dont un soldat émérite, purgent une peine à perpétuité pour un crime qu'ils n'ont pas commis? Une chose est sûre, cette affaire restera à jamais marquée par les dysfonctionnements systémiques, les conflits d'intérêts, les preuves contradictoires et les zones d'ombre qui l'ont entouré du premier au dernier jour. De la nuit du 17 septembre 2006 jusqu'au verdict 2018, l'affaire Fridley illustre comment un système judiciaire peut dysfonctionner, même quand il finit par condamner. Et comment la recherche de justice peut être entravée non pas par un manque de preuves, mais par ceux-là même qui sont censés la servir. Voici pour cette affaire de dingue. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez brouette en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. N'oubliez pas non plus le lien Spotify en description pour suivre les épisodes en podcast. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles aussi, ça m'aide beaucoup. Je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à très vite. Bye.